Et il fait un commentaire pas très long là-dessus, et il reprend ça dans l'éthique. Dans l'éthique, il va nous parler, à ce moment-là, à ce propos, il nous dit, mais alors manger. Manger quoi? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que c'est manger? Et c'est en s'appuyant sur la Bible et l'expression de manger le livre, n'est-ce pas, qu'il va nous parler, il va nous dire, bon, qu'est-ce qu'on mange finalement? On mange le signifiant. Bon. Et la troisième étape de Lacan, ce sera de nous parler à propos de ce manger le signifiant dans le séminaire qui s'appelle Problèmes cruciaux pour la psychanalyse. Il nous parlera de manger le signifiant, c'est manger le phallus symbolique, c'est manger le signifiant, n'est-ce pas? Et donc, il va parler de l'incorporation. C'est là qu'il précise les choses, il commence à préciser les choses, mais c'est encore imparfait à ce moment-là. Donc il va donner une version princeps de l'incorporation dans un écrit qui vient en 70, c'est-à-dire plusieurs années après. Et c'est Radiophonie. Dans Radiophonie, question 2, dans la réponse à la question 2, il va introduire la version, je dirais dogmatique, puisque c'est écrit, mais définitive de la doctrine de l'incorporation. Et c'est là qu'il parle des incorporels. C'est là qu'il parle de la barre. Il n'en a jamais parlé comme ça. C'est là qu'il parle des incorporels comme étant... Il dit que les incorporels qu'ont découvert les stoïciens, c'est ce qui fait tenir le langage au corps. Le corps et le langage sont liés par les incorporels. Et il ajoute 3 incorporels nouveaux, très curieusement. Les incorporels des stoïciens, c'est le vide, le temps et le lecton. Il parle beaucoup dans Radiophonie du lecton ensuite, c'est le corporel fondamental, dans la mesure où, vous voyez, ce que disent les stoïciens des incorporels, en particulier du lecton. Là, je vous renvoie à Brié, lisez le petit livre de Brié, c'est même beaucoup plus riche que ça. Là. Pascal a fait un relevé de tous les éléments incorporels dans Brié, qui sont beaucoup plus vastes que ce qu'on dit en général du vide, du temps et du lecton. Brié, le lecton, il l'appelle l'exprimage. Lacan reprend le terme grec en l'écrivant en latin. Bon. Mais de quoi s'agit-il? Et Lacan, il va ajouter 3 incorporels, mais qui sont au féminin. Il a introduit la fonction pour les mathématiques, l'application pour la topologie. Alors là, on sait typiquement du Lacan, il fait une confusion entre théorie des ensembles et topologie, à cause de la topologie générale. Bon, donc, il dit pour la topologie, mais les applications, c'est la théorie des ensembles. Et puis le troisième, c'est quoi? Il y a la fonction, et il y en a un troisième pour la logique. L'analyse. Comment? L'analyse, oui, l'analyse pour la logique. Donc, il donne 3 incorporels qui sont féminins. Ça élargit un peu les choses, quoi. C'est pas spécialement masculin. Alors, ces incorporels, quelle est la meilleure définition pour apprécier ce que c'est que les incorporels et pour voir la difficulté du paranoïaque avec ça? Si vous pouvez lire ça dans des cours de philo, les incorporels, il y a des textes qui définissent les incorporels comme ce que l'étranger ne peut pas comprendre. Ça, c'est une définition cruciale pour bien voir que le paranoïaque, là, celui qu'on voit pulluler aujourd'hui, là, qui détruit les musées, les sites archéologiques et qui assassine dans une violence infernale ses victimes, et on se demande toujours pourquoi tant de violence, pourquoi Auschwitz, pourquoi les sœurs Papin, pourquoi ce massacre, pourquoi cette violence extrême que, quand on interroge dans les tribunaux le juge, les avocats, la partie civile, tout le monde est là en train de dire aux paranoïaques qu'on ne qualifie pas comme ça d'ailleurs, on l'appelle serial killer, ou violeur, ou pédophile, ou tout ce que vous voulez. Mais ce qui est spécifique dans le crime paranoïaque, c'est cette violence de destruction qui paraît dépasser tous les crimes. Vous voyez, le crime politique, le crime passionnel, le crime, disons, du brigand, vous voyez, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui paraît insensé, et qui est assez insensé. Et la clé de ça, c'est justement le fait que le sujet, il en vient à vouloir détruire le symbolique dans le corps de la victime, ce qui évidemment est impossible. Donc, il va s'acharner sur sa victime au point de vouloir, dans la destruction du corps de la victime, détruire la langue, le langage, la parole, l'écriture, c'est-à-dire resserrer, comme on essaye de le faire aujourd'hui avec la biologie et l'informatique, vous voyez, resserrer
la nature et les machines de manière à se faire disparaître tout ce qui est de l'ordre du symbolique entre les deux. Hein. Et moi, je ne connais que la psychanalyse qui dit que Freud a découvert au 19e en s'apercevant qu'il n'y avait que ce processus, il était déjà entamé, et qui se pose la question, qu'est-ce que c'est que lire? Qu'est-ce que c'est parler? Qu'est-ce que c'est qu'écrire? Qui réintroduit la parole comme une pratique différente de l'écriture dans le monde des occidentés, puisque Lacan les appelle comme ça, il dit c'est la civilisation de l'oxyre, vous voyez. Mais c'est la civilisation de l'oxyre qui va jusqu'au crime paranoïaque, c'est-à-dire jusqu'à la destruction du symbolique dans le corps, puisque le symbolique rentre dans le monde par l'intermédiaire du corps, là, du débile que nous sommes. Bon, vous voulez dire quelque chose? Oui, à propos des incorporels, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que les incorporels, ils tombent chez l'enfant à un moment donné, qu'il ne les a pas au départ. Alors, non, c'est grâce aux incorporels que le langage tient au corps. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que les incorporels? Et tout de suite, il va embrayer sur les étoiles dans le ciel, c'est très intéressant parce que ça ressemble à ce qu'écrit Kant à la fin de la seconde critique. Hein, la conscience à l'intérieur et les étoiles dans le ciel, le cosmos. Ça renvoie aussi au Timée de Platon, si vous voulez. Donc tout ça, il faut voir ça. Mais Lacan traite aussi des sépultures. Dès qu'il parle des incorporels, il parle des sépultures. Attendez. Dès qu'il parle des incorporels et de l'incorporation, il parle des sépultures. C'est-à-dire qu'il y a un corps du symbolique qui rentre dans le corps naïf, dit Lacan, le corps naïf. Hein, et donc il y a deux corps. Et vous voyez, on est comme avec le symbolique, on a affaire à quelque chose qui s'appelle, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il s'agit de 2 et 1, d'une relation donc, qui commence dès la fonction phallique, dès la fonction identité. Vous voyez, déjà même ici, dans cette logique la plus sommaire, vous allez avoir affaire à cette fonction identité. I de x égale x. Si vous écrivez I de x égale x, c'est une fonction qui existe toujours dans n'importe quel ensemble, quand vous avez un ensemble de la théorie des ensembles. Hein. C'est la fonction qui fait correspondre à chaque élément lui-même. Hein. I de x égale x, c'est quelque chose comme ça. Voilà, si je prends 3 éléments, hein, j'ai A, B, C, la fonction I, elle va envoyer A sur A, B sur D et C sur C. Bon, donc voilà une chose qui mérite que vous vous intéressiez à ce que c'est que l'écriture et même mathématiques. Parce que regardez, il faut l'écrire pour passer de cette explication très simple que tout le monde peut comprendre, qu'on peut imaginer que parmi les applications d'un ensemble dans un autre ensemble, ou d'un ensemble dans lui-même, il y a bien parmi ces fonctions, il y en a une qui fait correspondre à tout élément lui-même, puisque si c'est un ensemble, elle lui-même, vous voyez, hein, c'est l'ensemble, je vais appeler cet ensemble E, et celui-là, je l'appelle E aussi. Bon. Donc vous avez une application de E dans E, qui écrit la chose suivante, I de A égale A, I de B égale B, I de C égale C, et on essaye de vous faire passer on essaye de vous faire passer, disons, comme une évidence, un fait d'écriture qui est majeur, c'est que ça peut s'écrire comme ça. Hein? Pour que vous vous rendiez compte que c'est pas simple d'écrire ça, il n'y a qu'à écrire que c'est ceci, c'est ça, et vous n'avez qu'à mettre un compteur universel pour emmerder tout le monde devant, comme ça au moins ça paraîtra pas simple. Hein? Ça donnera l'idée qu'il faudrait peut-être savoir ce que c'est que cette écriture. Bon. Vous voyez que vous avez ça fait passer la muscade d'une description hein, qui est là discrète. Vous avez là le passage à une variable x où vous avez I de x égale x. Et vous avez là la formule de Tarski, de la vérité de Tarski. Hein, c'est-à-dire, c'est la formule qui dit la neige est blanche est vrai si et seulement si la neige est blanche. Hein, x est I de x si c'est égal à x. La neige est blanche est vrai si et seulement si la neige est blanche. Et vous voyez, alors, en logique, c'est pire encore, puisque vous allez avoir une phrase comme « La neige est verte est vrai si et seulement si la neige est verte ». Alors vous allez me dire, mais ça, il y a quelque chose qui ne va pas là, parce que la neige est verte, c'est pas vrai. Ben oui, justement, comme la neige est verte, c'est pas vrai, dire que la neige est verte est vrai, c'est pas vrai non plus, donc dire que la neige est verte, est vrai, c'est aussi faux que de dire la neige est verte. Donc c'est égal.
Donc vous avez là une réflexion sur la fonction, le signe égal, la logique, la vérité. Et donc cette fonction phallique, phi de x, j'attire votre attention sur le fait simple que l'enfant, quand il dit, jusqu'à la découverte de la castration de la mère, c'est-à-dire à la fin de l'Oedipe, quand il découvre, quand il se rend compte, l'enfant, dans le langage, que cette loi de la vérité, elle fonctionne déjà dans la parole, vous voyez que ici, quand il dit ma mère, elle n'a pas de phallus, mais il est là quand même. Vous voyez, parce que c'est la même chose. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là. C'est ce que dit Hans à propos de sa petite sœur. Elle n'a pas de fait pipi. Alors il le dit pas bien, le petit Hans. Bien sûr, il dit, mais elle va grandir. Il est tout petit, il est là, il est tout petit, mais il va grandir, elle va devenir grande et il va devenir grand. Et Freud ajoutait, il n'a pas tort le petit garçon puisqu'elle a un clitoris. Bon, mais vous voyez que ça, c'est justement l'ennui de ces structures de sexe. Si on les rabat sur les organes génitaux et la sexualité, on retourne après avoir quitté le champ de l'imaginaire, du corps. Hein. On ne va pas reprocher à Freud de revenir là. Lui, il est médecin et c'est une chose qui, évidemment, c'est une interrogation. Il est dans une interrogation. On lui doit tout ça. Hein. Mais vous voyez que, justement, ce n'est pas une affaire de clitoris ou de taille de l'organe. C'est une affaire de structure. De la parole, hein, dire que la neige est blanche, hein, ou dire que la neige est verte, c'est le fait de dire qui fait que c'est vrai ou que c'est faux. Hein. C'est lié à l'énonciation. Et donc, c'est bien parce que vous avez la critique de Wittgenstein qui dit on n'arrivera jamais à définir l'adéquation qui caractérise la vérité, pour la simple raison que dire que la neige est blanche est vrai, c'est du langage, et que la neige est blanche, c'est la couleur de la neige, c'est un fait. Et les faits ne rentrent pas dans la langue, donc il y a un divorce, il n'y a pas d'adéquation possible. Mais moi, je vous propose d'entendre la définition de Tarski à la manière de Frege, qui lui l'entend déjà mieux, ou l'entendait encore mieux, avant Wittgenstein. Quand Frege dit il ne sert à rien de dire que quelque chose est vrai, ça n'ajoute rien à la vérité de cette chose. Vous voyez, ça veut dire que justement, ça ne sert à rien de dire que X est vrai, parce que cette fonction de la vérité étant une fonction identique, ça n'ajoute rien à la vérité de cette chose qui est là, mais qui est dite. Ce que nous découvre la psychanalyse et l'insistance de Lacan à propos de fait qu'on dise, reste oublié derrière ce qui se dit, dans ce qui s'entend, c'est que justement, il insiste sur cette dimension que la neige est blanche est vrai. Hein, c'est un segment cité, comme le dit Tarski dans son exposé, il le met entre guillemets. C'est donc une citation. Hein. Pourquoi? Parce que ça vient à la place du sujet d'un prédicat est vrai. Donc la neige est blanche est vrai. C'est la neige est blanche, c'est cité, c'est la mention, dit Tarski. La mention de la neige est blanche. Dire que c'est vrai, il met des guillemets, et puis c'est là-dessus que s'applique la fonction de vérité. Si et seulement si, la neige est blanche. Mais au lieu de considérer que la seconde occurrence de la neige est blanche, hein, dans cette seconde occurrence, il ne s'agit pas du fait physique de la couleur de la neige, il s'agit de l'énonciation. Si quelqu'un dit la neige est blanche, c'est vrai. C'est ça l'énonciation, voyez. Et ça, c'est la fonction de l'autorité de la parole et la fonction de la fonction phallique, qui est ce type d'autorité qu'il ne faut pas rabattre trop vite sur les parties génitales et l'imaginaire du corps. Oui, vous avez plusieurs questions. Moi, j'avais une question, c'est que I de x égale x, c'est quelque chose qui est choquant si on met à la place de x le signifiant. Pourquoi? Parce que le signifiant, c'est ce qui n'est pas identique à soi-même. Alors oui, mais justement, là, vous avez bien raison d'insister sur cette différence, parce que moi, je suis en train de vous parler depuis le début de la différence entre la parole et l'écrit. Et vous faites quelque chose au signifiant quand vous commencez à écrire ça, parce que ça, c'est de l'écrit, c'est de la lettre, c'est pas du signifiant. Ils ont la même structure, mais là où vous avez raison, c'est que l'enfant, l'importance du signifiant et sa différence, c'est que dans la parole, ça rentre par la parole, dans le corps, par les oreilles. Et c'est pas la même chose que apprendre à lire, qui est dans le champ scopique, hein, et qui fait que vous n'avez pas le même exercice. Mais dans les deux cas, je vous dis, c'est la structure du phonème. Et qu'est-ce que c'est que la structure du phonème? C'est cette pulsation entre les deux côtés, vous voyez. C'est différent et c'est le même. Bon, ça s'appelle le narcissisme. Parce que Lacan, il en parle à propos de l'incorporation.
dans son écrit Radiophonie. Immédiatement, il passe à la sépulture. Hein. Et les anthropologues, à quel moment ils considèrent qu'il y a de l'homidé, là, il y a du sujet qui... C'est quand on rencontre des sépultures. Hein. Si on a des sépultures, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui s'appelle incorporation. Il y a deux corps et un corps. Il y a un corps qui est un corps de chair. Il dit c'est la chair devient corps dans l'incorporation. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas encore le narcissisme, hein, c'est un composant du narcissisme. Parce que le narcissisme, ça va être l'image narcissique et le corps. Donc, vous avez le trauma, au début, vous avez la question qui se pose de l'énonciation, et vous avez là quelque chose qui va effectivement dédoubler déjà dans la parole les choses. Le fait que que l'énonciation fonctionne de cette manière. Ça va vous donner la dimension du phallus qui va faire que dans le narcissisme, les éléments en pointe, hein, le caractère tumescent et détumescent de l'organe mâle, puisque les enfants vont s'attacher à l'organe mâle pendant toute la période oedipienne, hein, avant de découvrir la castration de la mère. Donc, ce côté tumescent et détumescent, ça fonctionne déjà dans la parole. Et ça fonctionne ensuite dans le corps, où vous avez deux corps et un corps, hein, un corps imaginaire, un corps naïf, un corps plutôt symbolique et un corps naïf, et vous avez la sépulture qui laisse des traces. Hein. C'est pas de l'écriture, mais c'est les premières traces archéologiques qu'on peut avoir du fait que vous avez des sujets de cette structure qui va devenir le narcissisme. Voyez ? Donc ce sont des préalables au narcissisme où se fixe l'autisme, c'est-à-dire la psychose de l'enfant, et où se fixe le paranoïaque, la paranoïa, c'est-à-dire la psychose de l'adulte, qui restera silencieuse, cette psychose adulte, elle peut rester silencieuse jusqu'au moment où le sujet rencontre un signifiant qu'il n'avait jamais rencontré, ça produit une rupture de semblant, et au lieu de faire une analyse, il se met à délirer, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire, l'analyse, c'est un délire, un transfert avec lecture, et alors que dans le délire paranoïaque, c'est une lecture, c'est un délire, c'est-à-dire une rupture de semblant et un transfert même, mais sans lecture, ce qu'on appelle aussi acting out. Bon. Donc, vous voyez, ces choses, Lacan nous donne les moyens de les distinguer. Hein. Mais c'est très difficile à dire parce qu'il le fait en mettant en exercice dans ses écrits et son séminaire cette structure elle-même du fait de lire, du fait d'arriver à faire cette différence, hein, et ce rapprochement qu'il y a entre parole et écriture. Le symbolique, c'est toujours ce type de division, de séparation. C'est un 2 et un 1 qui fonctionnent d'une manière tout à fait surprenante, et c'est ce qui fait que nous n'avons pas encore de linguistique, puisque le signe linguistique de Saussure est insuffisant. Hein. Et Cheney qui dit que c'est un abîme. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cet aspect dynamique. Mais Cheney qui va ajouter la question qu'il appelle politique du rythme. Hein. Mais à mon avis, c'est encore insuffisant. Il n'a pas renouvelé la science politique pour autant, alors que c'est de ça dont il est question. Hein. C'est de voir comment tenir compte des conséquences de la parole et de l'écrit. Hein. On fait plus facilement une censure de l'écrit, vous voyez, on peut censurer le journal, que de la parole. La parole, c'est incorrigible. Bon, et tant mieux. Moi, je considère que l'écrit permet de corriger l'objet, d'améliorer la construction qu'on fait de cet objet, pour s'orienter dans un exercice qui, lui, est absolument incorrigible, qui s'appelle la parole. Incontrôlable, et c'est très bien comme ça. Donc la psychanalyse, elle n'est pas normative pour le sujet, elle s'interroge sur la construction d'un objet, mais d'un objet que Lacan appelle d'une lettre, justement, pour bien indiquer qu'il s'agit là de l'écrit. Un objet écrit. Voilà. Bon, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, non, ce que je demandais tout à l'heure, c'était par rapport aux incorporels, c'est que d'après ce que je comprenais de ce que vous disiez, en fait, l'enfant, il n'a pas le vide, le temps, le lecton. Quand il naît, il semblerait que c'est le futur paranoïaque qui a des difficultés avec ça. Puisque Lacan dit le symbolique tient encore par les incorporels. Bon. Hein. Et ensuite, il embraye sur les étoiles dans le ciel et les sépultures. Il va jusqu'à dire un truc incroyable. Il va jusqu'à dire que dans la sépulture, les ossements, dans
qui sont réunis là, au milieu des autres objets de la jouissance, qui sont les attributs de la jouissance. Les ossements, c'est l'ensemble vide de la théorie des ensembles de Cantor. Bon, ça montre simplement jusqu'où Lacan porte sa lecture, parce qu'il lit de l'écrit et puis il pratique la psychanalyse. Dans la psychanalyse, il lit aussi, hein, dans la parole et dans l'écrit, mais c'est deux ordres absolument différents. L'un n'est pas le duplicat de l'autre. Ça, il faut absolument s'imprégner de cette notion. Donc, regardez, je ne comprends pas qu'on n'étudie pas l'aventure de Champollion dans les instituts ou les associations de psychanalyse, qu'on n'étudie pas la lecture de l'hébreu, la lecture du chinois, la lecture d'autres manières de lire, n'est-ce pas, que l'écriture alphabétique. Parce que l'écriture alphabétique, l'alphabétisation produit de l'illettrisme. On ne lit plus avec l'alphabet, on croit qu'on a affaire à quelque chose comme les systèmes de numération. Et c'est là qu'on revient au nombre et à l'écriture, vous voyez ? Parce que les nombres ont un système de numération parfait, qui est l'écriture décimale pour nous, mais qui est l'écriture par position. Que vous ayez 2 chiffres ou 10 chiffres, hein, ou 12 chiffres, ou plus de chiffres, autant que vous voulez, que vous ayez 26 lettres, on croit, par une analogie redoutable, que ce serait une écriture qui serait plus exacte, plus savante, plus parfaite que les autres. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que de toute façon, dans tous les cas, même l'écriture alphabétique, elle exige, pour lire de la littérature, bon, je vais pas vous faire de la démagogie avec le poème, par exemple, mais c'est vrai que aussi on peut, regardez, on transcrit Homère à un moment donné. Le poème, la poésie, c'est parlé, c'est pas écrit. Hein. La littérature de fiction qui est écrite, mais tous les exercices d'écriture et les exercices de parole nécessitent un exercice du narcissisme. Et c'est pour ça que Freud appelle névrose narcissique la psychose de Schreber. Vous voyez ? Mais ce n'est pas le narcissisme qui est en cause, qui n'est pas bien. C'est le fait que ce soit un ratage dans le narcissisme. Une incapacité à lire dans une image, n'est-ce pas, et de coordonner une image du corps et le corps. Moi, je prends toujours l'exemple, pour expliquer ça, de la lecture d'une carte de géographie. Vous voyez, s'orienter dans la ville avec une carte, c'est-à-dire réussir à accomplir cet acte. C'est intrinsèque-extrinsèque, ça c'est un couple de la topologie, justement, parler de l'intrinsèque, c'est l'analysis situs de Leibniz. Mais coordonner l'intrinsèque et l'extrinsèque, justement, c'est quelque chose d'impossible. La preuve en est, c'est que la théorie des nœuds montre, c'est un exemple parfait pour montrer que la question de Leibniz, qui était de savoir si la connaissance de la structure interne d'un objet permettait de prévoir toutes les situations où on peut le trouver, quand il se trouve dans un espace donné, eh bien la réponse est non, puisque les nœuds, on connaît parfaitement la structure du tore, hein, et la structure du rond de ficelle. Vous voyez, c'est pas la connaissance de ce cercle trigonométrique déformé continuellement que je peux même dessiner comme ça, hein, qu'on peut appeler un cycle, c'est-à-dire c'est un trajet fermé. La connaissance du cycle ne donne pas la théorie des nœuds. D'ailleurs, on est bien embêté parce qu'on ne sait pas comment les classifier. Ça, c'est ce dont on va parler la semaine prochaine. C'est la différence entre les nœuds logiques et les nœuds topologiques, justement. Parce que les nœuds logiques, vous voyez, que j'écris comme des plongements à la place du cercle, je prends cette logique et je l'écris UV. Hein, vous voyez? Bon. Eh bien, vous avez ici quelque chose qui est très facilement classifiable, parce que les 2 lettres que vous allez choisir pour chaque nœud logique, vous pouvez les distinguer, et vous pouvez, selon l'espace où vous choisissez de construire ces nœuds logiques, vous allez pouvoir avoir une classification automatique. Donc dans la topologie des nœuds, c'est pas la structure. La structure extrinsèque des nœuds est beaucoup plus compliquée que la structure extrinsèque des nœuds logiques. Vous voyez, dans la logique, c'est plutôt la structure intrinsèque qui est compliquée, c'est toute cette structure linéaire de l'algèbre que j'ai commencé à exposer, où il y a le calcul des propositions. Vous voyez, où vous avez ça, hein, et que ceci, ça va être un métalangage de ça, donc vous avez ceci, ça c'est le calcul des prédicats quantifiés. Donc ici, vous avez les connecteurs, comme la négation, le ou, le et, l'implication, etc. Et là, ici, vous avez la quantification. Hein, bon. Mais ça, c'est le calcul de la coordination des propositions et des concepts, parce que ici, vous avez des propositions et des concepts.
Donc pourquoi appeler ça calcul des propositions? Parce que c'est le calcul des propositions et des concepts. C'est ce que j'expliquais la semaine dernière. Hein, et que, donc appelons ceci autrement, on va appeler ça calcul de la coordination. C'est la coordination aussi bien des propositions que des concepts. Quand vous écrivez P ou Q, c'est une coordination de deux propositions, si P et Q sont des propositions. Mais si vous écrivez ça comme ça, P de X ou Q de X, c'est ce qui va même faire confondre la disjonction logique avec le ou des concepts qui ressemble à l'union des ensembles. Vous voyez, l'ensemble P, union, l'ensemble Q. Et je vous dis que c'est toujours une erreur d'essayer d'expliquer la logique par la théorie des ensembles, parce que c'est le contraire. C'est la théorie des ensembles qui peut être écrite grâce à la logique. Mais c'est pas réciproque, ça ne marche pas dans l'autre sens. Hein. Et vous avez une perte si vous oubliez de faire de la logique. Hein. Si vous croyez que la négation, par exemple, c'est le complémentaire ensembliste. Hein. En logique, la négation n'est pas le complémentaire ensembliste. À la rigueur, ce serait la négation d'une proposition ou d'un concept, ce serait si c'était un ensemble. Si c'était un ensemble, qu'est-ce que c'est que la négation? C'est le plus petit ensemble de la famille des sous-ensembles qu'il faut ajouter à un ensemble pour réobtenir l'ensemble complet. Hein, je vous montre ça sur un dessin. Vous voyez, la négation, c'est plutôt quelque chose qui fait partie, si vous avez un ensemble comme ça, qui s'appelle E, hein, vous allez prendre des ensembles qui contiennent E. D'accord? Puis si vous dépassez celui-là, vous avez aussi ça. Vous voyez? Bon. Qu'est-ce que c'est le complémentaire de cet ensemble E dans cet ensemble que j'appelle grand I? Le tout étant dans un autre truc qui s'appelle l'univers U de votre théorie des ensembles. Bon. Vous voyez que la négation, c'est un maximum de ce qui est plus grand que E. Ce qui fait que c'est tout ce que vous allez ajouter E plus non E, ou union non E. Voilà, on l'écrit en théorie des ensembles. La négation, c'est beaucoup plus quelque chose comme ça qui fait que E union non E doit être égal à I. C'est-à-dire comment recouvrir I, vous voyez, c'est déjà un problème topologique, la négation. Comment recouvrir I en ajoutant des choses à E. Et là, celui-là, c'est lequel, celui-là? Eh bien, c'est le plus grand qui reste plus petit que I. Vous voyez, il ne doit pas sortir, il ne doit pas faire sortir le composé de E et de sa négation au-delà de I. Donc c'est un maximum, la négation c'est un maximum, et c'est aussi le cas du complémentaire. Mais on ne présente pas le complémentaire comme ça, et du coup on réduit la fonction de la négation. Ça, vous trouvez ça dans les livres de logique des années 20 et 30, et de l'école polonaise. Hein. Et c'est comme ça que eux, ils avaient déjà découvert des négations modifiées, ce que j'appelle négations modifiées ou les nœuds logiques. Ils en avaient la notion parce qu'ils sortaient tout à fait. Ils connaissaient très bien la théorie des ensembles, mais ils ne confondaient pas théorie des ensembles et logique. Donc c'est une chose que je vous invite à réfléchir parce que la négation, c'est quelque chose d'important dans la psychanalyse. Et ne croyez pas que vous avez, avec le complémentaire ensembliste, il est évident que la théorie des ensembles, elle dépend des connecteurs logiques, mais elle ne donne pas la clé de ce qui fait je dirais le sel de la logique. Hein, et en particulier avec l'implication matérielle. Oui. Alors, donc, voilà, vous voyez, la semaine prochaine, on va aborder cette différence qu'il y a entre ce qu'on peut décliner ici en mathématiques et le fait qu'à partir des ronds, ici, si on fait des nœuds, le plus simple pour celui-ci, on peut en faire un comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le dessiner comme ça. Voilà. Tiens, c'est bizarre ça. Ah non, non. Attendez, je vais y arriver. Voilà.
Ça, c'est un nœud propre, il n'y a qu'un seul fil. Là, j'étais en train de partir, notre raviole avec 2 fils. Voilà, un fil, un seul fil, voyez-vous. Donc il a quand? Celui-là, c'est le 6-3. C'est un nœud qui a 6 croisements. Dans la table de Rolfsen, c'est le 6-3. Celui-là, c'est le 3-1. Voilà des nœuds. Ces nœuds, ils sont faits avec une ficelle et on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? Eh bien, c'est beaucoup plus intéressant. Bien sûr, ça ressemble à du chinois. Hein. Bah oui, c'est ce qu'on dit en général dans la langue. Et quand on est un peu antisémite, on dit aussi c'est de l'hébreu. Parce qu'on déteste les Paranaïques, ils détestent les Juifs parce qu'ils écrivent avec un alphabet qui est incomplet et que donc il y a de l'incorporel qui fonctionne, qu'à voir le Talmud. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'il y a quelque chose comme ça qui fait que on a mis très longtemps à réussir à décrypter les écritures mortes avec Champollion. Et vous avez un très joli livre qu'on peut trouver encore chez l'éditeur, mais que cite Derrida dans la grammatologie et Lacan dans le séminaire. C'est les 2 seules références que j'ai trouvées. C'est un livre d'une dame qui s'appelle Madeleine Davis et qui a fait une étude qui est tout à fait passionnante, qui s'appelle les débats sur le décryptage des écritures mortes au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est publié par ça s'appelle comment, la recherche scientifique, le CNRS. C'est publié par le CNRS, hein, avec une aide financière en plus du ministère de la Culture. Parce que je veux dire que les livres intéressants, vous voyez, ça n'intéresse personne, alors on a du mal à faire du commerce avec. Bon, mais il paraîtrait que pour faire une chose, il faut faire du commerce et de l'industrie. Moi, j'ai rien contre le commerce et l'industrie, mais je suis plutôt opposé à l'abus de commerce et à l'abus d'industrie. C'est-à-dire au fait de nous faire croire que c'est la seule chose qui doit orienter les activités, quoi. Hein? Bon, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je déteste le marketing. D'une part, hein, on vous met la main dans le dos comme ça, là, pour le passer dans le bon sens des poils pour essayer de vous vendre des saloperies. Et puis que je déteste aussi le management. Au sens où, justement, à mon avis, ce qui est passionnant dans le sujet que nous sommes assujettis à cette langue, eh ben c'est justement qu'on n'est pas adaptable, on est sujet de la parole, on est incorrigible, et c'est pas une pathologie. C'est plutôt le contraire, c'est que la pratique est très difficile, la pratique de la langue, la pratique du langage, la pratique de l'écriture, c'est très difficile, et que nous sommes... Avec Freud, on pourrait dire, voilà, c'est la découverte qu'on connaît 10% de l'iceberg qui est enfoui dans l'eau, n'est-ce pas? Là, on connaît très peu de choses. Regardez, on a ronflé avec le latin pendant des générations. C'est de la posture, c'est de l'imposture, c'est une espèce de... Qu'est-ce que c'est qu'étudier? Étudier, c'est quoi? C'est cacher ce qu'on ne sait pas faire et essayer de mettre en valeur ce qu'on a fait. Et quand on a un petit talent personnel, on le valorise, on le montre à tout le monde et on cache qu'il y a des tas de trucs qu'on n'arrive pas à faire. Arrêtons ça. Moi, je pense qu'il faut trouver d'autres moyens de ségrégation. Nous sommes ségrégatifs. Hein, le langage est ségrégatif. On fait des races de céréales comme on fait des races d'animaux, comme on fait des races humaines. Ça, c'est Lévi-Strauss qui l'explique très bien dans la race et culture. Hein, bon. Donc, nous sommes ségrégatifs. Mais ce n'est pas parce que nous sommes foncièrement, structurellement ségrégatifs qu'on est obligé de faire de le faire d'une manière sauvage. Vous voyez ? Donc moi je n'ai rien contre la différence, je ne pense pas qu'il s'agit de faire de l'identité uniquement, mais je ne pense pas qu'il s'agit de faire de la différence sauvage non plus. Vous voyez ? Donc moi mon problème il est comment devenir civilisé. Et je prétends qu'on ne l'est pas encore. Bon, on va peut-être crever même avant d'y être arrivé. J'ai une question, pour revenir un petit peu en arrière, est-ce que l'identité, on peut la rapprocher de ce que vous nous avez montré de la classe de boule la fois dernière, 2x égale 0? Alors non, c'est pas la même chose, c'est une autre équation. Donc ça n'a pas à voir avec... Non, c'est 2x égale 0. On va dire que dans cet algèbre, on a x2 égale x, ça c'est l'axiome de Boole, et ça va donner 2x égale 0. Et ce 2x égale 0, qui est déjà une conséquence de ça, de x2 égale x, ça c'est Boole, hein, en logique.
ça, on va appeler ça plutôt, puisque Lacan nous le nomme comme ça dans la chose freudienne en 58, hein, il dit c'est une mathématique dialectique avec laquelle il va falloir se familiariser. Donc on va dire que ce 2x égale 0, c'est quelque chose de dialectique. En quel sens? Regarde. C'est que si 2x égale 0, tu vois que 2x, tu peux le définir par la somme, c'est un produit par un nombre. Mais c'est x plus x égale 0. Et de ce x plus x égale 0, tu passes directement à x égale moins x. Là, tu supprimes x, tu mets un moins x des deux côtés, il ne restera qu'un seul x ici et moins x de l'autre. 0 moins x. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposé. Le moins, ça indique opposé de. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposé, mais il y a un opposé, mais dans cette logique, l'opposé, c'est le même que l'élément auquel il s'oppose. Oui, mais là aussi, le signe moins d'un côté lié et de l'autre côté lié. Voilà, alors là, tu peux dire que dans ce cas-là, voilà, sous cette forme-là, ça rejoint ça. Hein, parce que c'est la fonction moins 1. Ici, tu as moins 1 qui multiplie x, ça c'est la fonction, hein, est égale à x. Hein. Donc là, effectivement, tu as bien ce que tu disais, mais ce n'est pas directement 2x égale 0. Oui. Parce que ici, 2x, c'est différent de x. Et x est égal moins x, le moins étant l'opposé de, ça conclut là, en fait. Ben, c'est-à-dire que c'est très intéressant parce que ça fait un effet qui vous oblige à définir la négation. C'est-à-dire comme élément opposé. Et à ne pas prendre la négation comme étant quelque chose de négatif. Regardez, moi je vais vous dire, si vous voulez un exercice, si vous voulez apprécier cette formule que j'appelle dialectique, je vous propose comme exercice de définir ça. Regardez. Qu'est-ce que c'est que la valeur absolue d'un nombre quand les nombres appartiennent à ce qu'on appelle Z, c'est-à-dire l'ensemble de tous les nombres positifs et négatifs. Vous avez la valeur absolue de 3, c'est 3. Et la valeur absolue de moins 3, c'est 3 aussi. Vous voyez ça? Bon. Comment vous écrivez ça avec une variable? Là, vous voyez bien que la valeur absolue de x est égale à x si x est positif. Donc ça vous oblige à distinguer ça, ça veut dire positif. Et moins x ou plus x, c'est pas positif. Moins, ça veut dire opposé de. Donc moins 3, ça veut dire l'opposé de 3. Si 3 est positif, moins x c'est négatif. Mais moins, ça ne veut pas dire négatif, ça veut dire opposé de. Et vous avez ici x égale, la valeur absolue de x est moins x si x est négatif, justement. Je ne vais pas mettre à 0, je peux mettre ici égal à 0, et puis ici c'est juste strictement négatif. Bon. Donc quand x est négatif, ça veut dire négatif. Bon, mais bien sûr que en termes de variables, le signe moins n'indique pas négatif. En termes de constante, le signe moins indique le négatif parce que la constante, elle est toujours prise initialement comme positive. Mais vous voyez bien que, regardez, moins x peut être quelque chose de positif. Si x c'est égal à moins 3, vous avez bien ici moins 3 qui est égal à plus 3, c'est positif. Donc moins x ne dit pas que c'est négatif. Moins x, ça dit opposé de quelque chose. Vous voyez la nuance? Ça, c'est un intérêt de l'algèbre. Ça s'appelle s'appuyer, avancer grâce à l'écriture. C'est-à-dire, ça veut dire corriger l'objet grâce à l'écriture. Vous voyez? On continue à se tromper. Hein. On n'est pas très fort entre le positif, négatif, la droite, la gauche. On continue à faire des lapsus comme sujet de la parole. Mais grâce à l'écriture, vous voyez, on peut faire des séries d'écritures comme ça qui donnent à réfléchir, qui sont des choses très élémentaires. Hein. Et que malheureusement, la plupart de nos profs de maths, nos instituteurs charmants, qui sont très dévoués dans la République, eh ben, malheureusement, ils n'ont pas toujours été à la hauteur de savoir expliquer ça. Et c'est ce qui fait que beaucoup sont déçus ou dégoûtés par ce truc, parce qu'on n'y comprend rien. Si on se gourre dans l'explication, on perd le fil. Vous voyez. Donc voilà, ça c'est une réflexion sur le négatif et l'opposé. Ça s'appelle opposé de. Hein? Donc c'est une chose toujours positive que la valeur algébrique d'un nombre qui soit négatif ou positif. Hein? C'est toujours positif, mais ça peut s'écrire avec un moins quand ça s'écrit avec une variable. Parce que c'est l'opposé d'un nombre x qui est négatif.
Donc ça, c'est quelque chose de toujours positif. On arrête là, parce que c'est l'heure. Il est quelle heure? Il est quelle heure, là? Moi, voilà. De quoi? De 9h. De 9h. Oh bon, ça va, on a une demi-heure encore, parce que personne n'est venu crier. C'était la même heure. C'était la même heure, oui. C'est pour ça que je me dis, bon, on devrait s'arrêter. Bon, alors je vais effacer un peu le tableau. Je vais effacer le tableau parce que je voudrais vous raconter encore une dernière chose à propos de propositions de concept et de ces calculs. Donc la deuxième chose que je voudrais vous dire à propos de la logique classique, hein, il s'agit de parler de la logique classique. Ici, pourquoi il y a une autre raison, de distinguer ce système d'écriture que j'appelle donc calcul de la coordination, au lieu de l'appeler le calcul des propositions. Il y a un deuxième obstacle qui peut vous faire problème en logique classique. Quel est-il? Il est que vous avez donc, d'après Łukasiewicz, qui appelle ça calcul des propositions, et ça, c'est son erreur, c'est de l'appeler calcul des propositions, mais il a raison, il y a un calcul de la coordination qui est préalable, et qui va être même un commentaire du calcul des propositions et des concepts qui se distinguent en tant que vous voyez, un concept, c'est P de X par exemple, un prédicat, un concept prédicat, ou un concept sujet, S de X. Bon, si vous prenez par exemple l'énoncé catégorique d'Aristote, de la structure A, hein, l'énoncé universel affirmatif, quel que soit X, S de X, le sujet, implique P de X. Bon, vous voyez que ça s'écrit en mathématiques contemporaines grâce aux connecteurs découverts par Frege, ces connecteurs qui sont le calcul de la coordination. Et puis vous avez des fonctions propositionnelles, c'est une proposition de Frege aussi. Et par contre, là j'emploie un compteur qui vient de Peirce. Donc ça c'est l'écriture après Peirce. Hein. C'est Frege et Peirce qui nous conduisent à cette écriture d'un énoncé catégorique aristotélicien. Hein. Pour Aristote, ça s'écrivait tous les G, les Grecs, sont mortels, M. Bon. Hein. Et comme le dit Łukasiewicz dans son article, il dit, ça c'est au début de son livre sur la syllogistique d'Aristote, il dit c'est formel mais c'est pas formalisé, parce que c'est formel parce qu'il emploie déjà des lettres à la place des concepts. Il y a le concept grec et le concept mortel. Nous, on va employer des fonctions propositionnelles pour écrire ça. Ce système d'écriture, cette syllogistique d'Aristote, le deuxième fait logique paradoxal dans l'histoire récente de la logique, c'est-à-dire au 19e, hein, c'est que Boole, qu'est-ce qu'il veut faire? Boole, il veut écrire cette syllogistique. Hein, ça, c'est la syllogistique qui date de l'Antiquité, de Aristote. Bon. Et cette syllogistique, elle rentre dans le calcul, non pas de la coordination, mais dans le calcul ici des prédicats quantifiés. Vous voyez? Bon, dans S1T1. S1T1, c'est un système d'écriture qui permet d'écrire ça, et ça, c'est une localité de ce système d'écriture. Là, vous avez un premier calcul ici et un second calcul là. Ici, c'est la vérifonctionnalité, ici, c'est la quantification. Bon. Deuxième, donc, collapsus, enfin, confusion possible. C'est quoi? C'est que Boole, on va écrire son nom, Boole, en s'inspirant du calcul des probabilités, c'est un tour de force du point de vue de l'écriture, il va introduire une écriture de la logique, hein, pour la syllogistique d'Aristote, et la manière dont il écrit les concepts de la philosophie, les fonctions propositionnelles telles que Frege propose de les appeler, hein, et Frege, il avait la notion que c'était un geste grave que d'appeler fonctions propositionnelles les concepts. Il a écrit 5 articles pour essayer de s'expliquer lui-même, avec lui-même, pourquoi c'était judicieux de parler de fonctions, de concepts, d'objets.
Là, on n'aurait pas parlé des concepts. Comment? C'est les concepts, on peut les appeler concepts, les fonctions propositionnelles. Ce qui va montrer, c'est que les fonctions propositionnelles, ce sont les concepts, ou bien ce que vous pouvez appeler, aujourd'hui, depuis Kant, on retient le mot de prédicat pour parler des concepts. Curieusement, on oublie, on laisse tomber le fait que le concept, il y avait un concept sujet, un concept prédicat. Dans cette écriture, il y a deux concepts. Ici, il y en a deux, les Grecs et ceux qui sont mortels. Bon, donc, et puis là, vous avez une copule à l'intérieur de X et sujet, une copule à l'intérieur de X et prédicat, hein, et vous avez une copule, ici, les S sont P. Ça c'est un verbe être. Donc vous avez toute une question qui intéresse Badiou. Il a raison de vouloir fonder avec la théorie des ensembles l'ontologie et la philosophie platonicienne. Il n'a pas tort. Mais à mon avis, Boole, ça permet de faire beaucoup mieux. Hein. Par exemple, de ne plus pratiquer l'initiation. Puisque la mathématique, grâce à Cantor, on arrive à un degré d'écriture et de pratique de l'écriture qui est enseignable et qui ne nécessite plus du tout de pratiquer comme ça des initiations en évoquant, je ne sais pas moi, des gestes obscènes et des choses qui concernent les orifices du corps. Hein, parce que l'initiation, c'est faire rentrer les idéaux de la société, du groupe, là, comme ça, dans le corps, par les orifices. Bon. Lacan nous dit, avec Cantor, c'est terminé, ça. Pourquoi? Parce que même les mathématiques, c'est enseignable, grâce à Cantor. Et grâce à la théorie des ensembles, Lacan, on peut corriger l'objet. Hein, dans une lettre qui n'est pas parue dans les autres écrits, qui a glissé sous la table. Parce que dans cette lettre, il ajoute, et c'est pour ça que j'ai réduit la psychanalyse à la théorie des ensembles. Ce qui peut paraître un peu fort de Roquefort, pour certains, non? Un peu exagéré, quoi, de dire que j'ai réduit la psychanalyse à la théorie des ensembles. Mais qu'est-ce qu'il a fait là-dedans? Il a réduit, les formules de la sexuation sont écrites en théorie des ensembles, avec ce système d'écriture-là, des propositions et des concepts, avec les canteurs. Et les canteurs, ils vont en inventer de nouveaux. Ça c'est une autre affaire. Mais j'ai écrit là-dessus, hein, ça se trouve dans la page Internet, qui est accessible sur Internet. Alors là, vous avez... Par contre, si on revient à cette époque-là, au XIXe siècle, c'est même avant Cantor, Boole, il va faire une nouvelle arithmétique pour écrire cette syllogistique. Donc une portion de ce système. Alors il y a un paradoxe, parce qu'aujourd'hui, à notre époque, si vous étudiez l'algèbre de Boole, vous allez voir que l'algèbre de Boole, c'est la théorie de la coordination. Ah tiens, c'est curieux. Comment se fait-il que Boole, il a inventé son algèbre, c'est-à-dire cette nouvelle arithmétique, avec 0 et 1 uniquement. Il l'a inventé pour traiter de la syllogistique, qui est une partie de ce système, et finalement, c'est réputé être l'écriture de celui-ci, le calcul de la coordination. Tous les connecteurs peuvent être écrits en théorie en algèbre de Boole. Tout ce qu'on fait en algèbre, on peut même, grâce à l'algèbre de Boole, on peut se passer des cartes de vérité, puisqu'on peut effectuer des calculs arithmétiques de Boole sur les formules de logique qu'on écrit de cette manière, et qu'on peut voir quels sont ceux qui vont être égaux, quelles sont les formules égales 1, qui sont des tautologies, quelles sont celles qui valent 0, qui sont des antilogies, et puis toutes celles qui sont intermédiaires, qui ont continué à avoir des variables, P ou Q ou R. Bon. Donc, l'algèbre de Boole, c'est quelque chose qui est une chose qui en plus a un modèle électrique, et qui crée une confusion, puisque ça marche dans les ordinateurs, donc on confond en général l'algèbre de Boole avec la mécanique, ou avec l'électricité au moins, ou avec l'électronique maintenant. Bon. Mais c'est pas parce qu'il y a un modèle électrique et électronique de l'algèbre de Boole, c'est comme ce que je vous disais à propos tout à l'heure, ce que j'ai effacé là, du passage de la logique à la théorie des ensembles, c'est pas parce que l'algèbre de Boole a un modèle électrique ou électronique que l'algèbre de Boole c'est quelque chose de strictement mécanique, électrique et électronique. Au contraire, pour nous, c'est tellement simple que c'est un enseignement dialectique. C'est donc pour ça que Lacan, contrairement aux Français qui n'aiment pas beaucoup les Anglais, lui, il est assez anglophile. Hein. Il l'a montré en écrivant son article à la sortie de la guerre, hein, la psychiatrie anglaise et la guerre. Il admire l'effort de guerre des psychiatres anglais, hein, et il connaît bien la psychiatrie française.
Françaises et les Français qui pouvaient être un peu plus pétainistes qu'on le croit. Bon. Toujours est-il que, tout ça pour vous dire que la question anglaise, vous devriez être attentif à la question anglaise en Europe, parce que c'est quand même le seul peuple qui est, le seul État même qui n'a pas de constitution écrite, qui n'a pas de code civil, qui a un endroit à Londres extraordinaire où on peut parler de tout. Hein, il suffit de monter sur une boîte à chaussures ou sur une chaise, de ne pas toucher le sol, et là vous pouvez même insulter la guerre, les flics vont vous protéger. Si ça choque des gens qui veulent vous casser la gueule, les flics vont prendre votre défense. C'est quand même assez rare. Des femmes sur le trône et un maître. Oui, mais il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des rois en Angleterre. Hein. Et pourquoi sur un piédestal comme ça? Ah ben, alors là, il faut rentrer dans ça c'est un débat anthropologique intéressant, c'est de voir pourquoi le fait de ne pas être en contact avec le sol permet de dire des choses qu'on ne doit pas dire. On peut dire tout. Bon. Et moi, je ne confonds pas du tout la psychanalyse avec ça, hein, parce que je pense que dans la psychanalyse, il ne s'agit pas c'est pas la liberté de parole, c'est la plus grande liberté de parole, comme en Angleterre, pour s'apercevoir justement, on ne dit pas tout. Hein, le transfert, c'est pas pouvoir dire quelque chose. Je ne confonds pas l'effet du transfert, qui est l'amour de transfert, avec la cause du transfert. La cause du transfert, c'est ne pas pouvoir dire, hein, c'est le silence. Et donc, ce n'est pas l'analyste qui va pouvoir analyser ça, ça sera l'analysant, puisque lui, il sait ce qu'il n'a pas dit. L'autre, qui ne l'a pas dit, il ne le sait pas. Mais créer une situation où il y a une apparence de liberté de parole absolue, je ne dis pas totale, hein, mais absolue, ça c'est sans concession, ça ressemble à marmelage. Et c'est peut-être pour ça que Freud est allé mourir à Londres, comme Marx, qui est mort à Londres aussi. Vous voyez, les deux grands textes innovants du 19e, les deux auteurs sont allés se réfugier à Londres pour crever. C'est quand même spécial, Londres. Hein. Vous pouvez aller voir la tombe de Marx et l'urne dans la maison de Freud, qui est sur un placard. Bon, c'est quand même intéressant l'Angleterre. Même si on est français, puis qu'on a du mal avec nos ennemis héréditaires comme les Allemands, les Espagnols et les Anglais, enfin nos voisins, c'est-à-dire avec qui on se casse la gueule régulièrement. Alors, l'Angleterre, contrairement aux Français, bon, Deleuze, il est un peu aussi anglophile, mais il est plutôt américanophile. Vous voyez, à mon avis, c'est pas Boulle qui est sa tasse de thé, il est même loin de là. Bon, et sûrement pas Wittgenstein, comme il le dit, alors là, il dit qu'ils sont très méchants, ça, les Wittgensteiniens. Bon. Donc, parlons de Boulle. Boulle, il invente une écriture pour traiter de ça. Comment est-ce qu'il écrit cette phrase dans l'algèbre de Boulle? Il l'écrit comme ça. Vous avez, pour écrire en algèbre de Boulle, l'implication de la coordination, P implique Q. Vous voyez, je fais du calcul de la coordination au départ. Ça, le mieux, c'est de savoir que ceci, ça s'écrit aussi non P et non Q. Pourquoi? Parce que non P, en algèbre de Boulle, ça s'écrit P plus 1. Et P et Q, en algèbre de Boulle, ça s'écrit dans le produit PQ. D'accord? Donc, ici, vous avez quoi? Pour écrire ça, pour écrire P implique Q, en algèbre de Boulle, vous avez intérêt à connaître ça. Parce que à ce moment-là, ça devient très facile à écrire avec ces deux, avec ce plus et ce multiplié qui forment l'algèbre de Boulle. Et donc, vous voyez qu'ici, en algèbre de Boulle, vous allez écrire ça, P multiplié par non Q, ça va être Q plus 1. Vous multipliez ça par P, et vous dites, c'est la négation de ça, donc vous marquez plus 1. Et là, vous pouvez calculer, comme vous avez appris à calculer en arithmétique, hein, P par Q, P facteur de Q plus 1, ça fait PQ plus P. Plus 1. Bon, ben ça, c'est PQ plus P plus 1. Voilà. Ça, c'est l'implication. Vous voyez ça? Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais vous expliquer? Oui, ben, je vais vous expliquer comment on va écrire les énoncés catégoriques avec l'implication qui est là. On peut d'ailleurs l'écrire, comme ça. On n'est pas obligé de le développer. C'est aussi pratique de l'écrire comme ça. Donc cet énoncé, ça dit que S multiplié par P plus 1,
Hein. C'est vrai de tous les x. Alors dire que c'est vrai de tous les x, ça veut dire que cette phrase-là, elle est égale à 1. C'est-à-dire que le compteur universel devient égal le 1. C'est-à-dire c'est toujours vrai. Et du coup, vous voyez qu'en algèbre de Boole, je continue à écrire ici, vous pouvez écrire ça d'une manière très simplifiée. Donc c'était ça le but de Boole. Hein. Ici, vous pouvez écrire que l'énoncé catégorique, tous les x qui sont S de x sont P de x, ça s'écrit S qui multiplie P plus 1 égale 0. Ah, ça veut dire que c'est vide, puisque la négation, c'est le tout, donc le truc qui est là, c'est 0. Hein, si l'ensemble, c'est 1, vous avez un plus 1 ici que vous ajoutez de l'autre côté, ça fait 0. Donc voilà comment vous écrivez en algèbre de Boole l'énoncé A. Alors la deuxième chose pour comprendre ça qui est intéressant de noter, hein, c'est que pour piger comment introduire la quantification avec le signe égal, comme je l'ai fait ici avec le égal 1, c'est pas trop de vous fixer au égal 1 qui serait plutôt du côté de l'universel, mais qui est trompeur. Donc réfléchissez plutôt au fait à l'existence. Hein. Quelque chose, un concept qui est vide, il n'existe pas de x qui tombe sous ce concept. Donc c'est plutôt dire qu'il existe ou il n'existe pas. Hein. C'est ça qui est plus facile à écrire en algèbre de Boole grâce au égal 0. Vous voyez que ici il y a quelque chose dans l'universel qui fait que le complémentaire de cet énoncé, la partie niée de cet énoncé, ça correspond à un ensemble vide. Donc il n'existe pas, là finalement ce que j'ai écrit ici, vous voyez, j'ai écrit qu'il n'existe pas de x qui sont tels que S et non P. Vous voyez, ça c'est S et non P. Donc j'ai écrit qu'il n'existait pas de x, qu'il n'existe pas d'éléments x qui se trouvent à l'intérieur de S et de non P. Je peux mettre ici, je peux rétablir l'écriture fonctionnelle de Frege, S de x comme ça, et P de x comme ça. Bon. Donc voilà c'est l'énoncé catégorique universel grand A, l'universel affirmatif, qui s'écrit sous sa forme existentielle comme la négation d'un existentiel. Dire l'universel, c'est dire qu'il n'existe pas du contraire. Vous avez cette définition dans Kant avec Sade. À l'époque, c'est la définition de l'universel qu'utilise Lacan dans Kant avec Sade, pas dans l'étourdi. Hein, il change de définition de l'universel, notez-le. À l'époque, il dit dans Kant avec Sade que l'universel, c'est vrai pour tous, sinon pour aucun. Donc universel, c'est vrai pour tous, sinon aucun. Ça veut dire que s'il n'y a aucun élément, c'est aussi quelque chose qui relève de l'universel. Or là, vous voyez que cet universel, il s'écrit, pour être aucun, il s'écrit comme il n'existe pas de x. Il n'existe pas de x, ça c'est dire que tous les x, mais ils ne sont pas